Nouvelle séquence à suivre, l'avant-dernière de la matinée, nous allons parler du déploiement des énergies renouvelables dans les territoires. Avec cette question, comment renforcer le lien avec la ruralité ? Car ce sont dans les territoires ruraux que se déploient les ENR. Les communes rurales concentrent 56% des installations d'énergie renouvelable selon l'INSEE et même 81% de la puissance électrique des renouvelables en France. Alors pour nous éclairer sur ce sujet, j'invite à me rejoindre un élu breton, Dominique Ramard, maire de Saint-Juvat, coprésident de la commission ENR de la FNCCR. Merci de nous rejoindre. On va échanger avec vous sur la réticence croissante des habitants face aux installations. Vous nous direz pourquoi certains territoires expriment un sentiment de saturation. Et on échangera bien sûr avec vous sur les solutions pour rendre ces ENR désirables. Et pas de projet sans co-construction, sans concertation, c'est ce que nous dira David Portales, cofondateur du groupe d'agrivoltaïsme Green Lighthouse Développement. Merci de nous rejoindre sur scène. Avec nous également, il est en visio, Sébastien Windsor, le président des chambres d'agriculture de France. Sébastien Windsor, vous êtes là, bonjour. On va vous voir apparaître sur le grand écran. Vous allez nous parler des conditions nécessaires pour réussir les projets d'agrivoltaïsme, voir comment ils peuvent être bénéfiques aux territoires ruraux. Et on partagera aussi avec vous votre discours autour des partages de la valeur. Alors cette table ronde est divisée en deux temps. On parlera d'abord de la question de la défiance et ensuite on parlera des conditions pour réussir ces projets. Alors je précise que vous pouvez intervenir pendant cette séquence via les SMS. J'essaye de prendre durant la séquence les questions, sinon à l'issue de nos échanges. Allez, on commence tout de suite avec vous, Dominique Ramard, si vous voulez bien, maire de Saint-Juvat et président du syndicat d'énergie de Côte-d'Armor. Le titre de cette table ronde, je le rappelle, c'est « Énergie renouvelable, comment renforcer le lien avec la ruralité ?» Quand on pose la question, ça veut dire finalement qu'on se pose finalement une autre question qui est: est-ce que vous ne constatez pas une défiance des habitants dans ces territoires envers les projets d'énergie renouvelable ? Bonjour à tous et à toutes. Alors d'abord, je vais prendre une précaution, c'est qu'il est compliqué de parler de la ruralité comme un grand tout. Forcément, il y a des situations qui sont particulières d'un territoire à l'autre. Moi, je peux juste faire remonter quelques comme ça, sentiments ressentis de terrain. En Côte-d'Armor, dans certains territoires, il faut reconnaître que ça devient plus compliqué de développer les énergies renouvelables, notamment l'éolien terrestre. On parle souvent de saturation pour l'aspect donc paysager. Là, chez certains de nos habitants, certains des élus, on voit bien qu'il y a une forme de saturation aussi presque psychologique, en disant c'est bon, on a fait ce qu'on avait à faire, maintenant à d'autres de le faire. Donc c'est pas une opposition franche aux énergies renouvelables, mais plutôt l'impression d'avoir en gros fait donc sa part, et donc de dire aux autres territoires maintenant c'est à vous de le faire. On a des oppositions aussi bien sûr à la méthanisation, on le voit bien, même si souvent c'est la question en fait du modèle agricole qui est posée, qu'une opposition franche par rapport à cette production d'énergie renouvelable. Sur les autres énergies renouvelables, on peut dire que l'acceptation est encore là, et on l'a vu au moment de la remontée des zones d'accélération pour les énergies renouvelables. Pratiquement, donc, il y a à peu près une commune sur 5 en Côte-d'Armor qui a fait remonter déjà une première relève. Sur le photovoltaïque, on peut dire que c'est le grand gagnant de ces remontées-là. Par contre, sur les autres énergies, on voit bien que les choses ont tendance plutôt à être un peu digérées avant éventuellement d'être formulées sous la forme d'une zone d'accélération énergie renouvelable. Et on va parler aussi des projets d'agrivoltaïsme à l'occasion de cette table ronde. Là, sur l'agrivoltaïsme, comment ça se passe chez vous en Bretagne ? En Côte-d'Armor, en Bretagne plus largement, les chambres d'agriculture ont pris plutôt une position assez contre. Voilà. J'étais à l'Assemblée générale de la SAFER Bretagne avant l'été. On était au stade du Roudourou, donc le stade où en avant de Guingamp joue. Je pense que c'est clair maintenant, puisqu'on sera nous impliqués dans le projet. Ça sera plus facile de mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit du stade que, d'après ce que j'ai entendu lors de l'Assemblée générale de la SAFER, sur les terres agricoles. Donc il y a aujourd'hui vraiment presque une opposition de principe de la part du monde agricole en Bretagne.
mais avec quand même quelques ouvertures, notamment dans la définition des critères et surtout leur déclinaison donc, sur les territoires bretons. Mais moi, on m'a parlé de quelques projets. Hein. Donc, sur le sud du département, des personnes sont déjà engagées sur ce type de sujet. Mais on voit bien que pour l'instant, ils restent plutôt derrière le rideau et ils ont vraiment peur d'une mauvaise interprétation et finalement que en gros, le projet ne puisse pas sortir parce qu'il y aura trop d'opposition qui se formulerait par rapport à ce projet. On questionnera le président des chefs d'agriculture à ce sujet, mais avec vous, David Portales, on a la chance d'avoir un porteur de projet, donc c'est à vous qu'on a envie de demander, est-ce que, très concrètement, c'est de plus en plus compliqué de monter des projets? Vous sentez cette défiance dont on vient de parler à l'instant? Alors, bonjour à tous, merci de votre accueil. Déjà, moi je prends une autre précaution, c'est que jusqu'à présent, depuis le début de la matinée, on a pris beaucoup de hauteur, et là on va atterrir très très vite sur le terrain. Et donc, du coup, on va changer de discours et on va changer de mots-clés. Je suis ravi de l'introduction que vous venez de faire parce que moi j'ai pas senti le moment où c'était facile. C'est-à-dire que ça fait à peu près 20 ans qu'on fait ça et j'ai dû oublier le moment où, en fait, ça allait tout seul. Donc, la défiance ou l'acceptabilité, c'est un des sujets qui vient avec la définition du développement des énergies renouvelables sur le territoire français. C'est-à-dire que, ayant démarré dans l'éolien dans les années 2000-2005, on avait un débat qui cherchait ses marques, mais qui était déjà pas très simple et pas très avenant. Ça n'a pas vraiment changé. C'est-à-dire que les oppositions se sont structurées. Il y a des territoires qui considèrent qu'ils sont à saturation. Il y en a d'autres qui considèrent qu'ils sont protégés et qu'il faut rester comme ça. Et dans l'ensemble, tout le monde pense qu'il a déjà fait son job, ou alors qu'il vaut mieux que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et notre métier, c'est justement d'arriver à faire que ces projets soient désirables. Le titre de ce matin est parfaitement choisi, parce que je croyais que j'allais intervenir sur l'acceptabilité. Ça fait, encore une fois, ça fait 20 ans qu'on en parle, qu'on essaye des choses, mais c'est peut-être le terme qui est mal choisi. Ce matin, il y a des mots qui étaient intéressants et qui nous sont utiles. Ça ne doit pas enlever le sens de ce qu'on fait, mais la désirabilité, c'est essentiel, et il faut comprendre quel est le désir des habitants des territoires dans lesquels on va. Quand je dis habitants, j'inclus évidemment les riverains, mais les agriculteurs, puisqu'on parle d'agrivoltaïsme, les services de l'État, les élus, enfin tout le monde. Il faut que tout le monde veuille d'un projet pour qu'il passe. Et il y a un mot qui a été un petit peu plus fort, alors j'espère ne pas le détourner, mais il y a une forme d'égoïsme dans la vision de l'intérêt que ces projets doivent servir. Et alors nous, on essaye de mettre énormément de sens et de concertation dans nos projets, mais pour autant, il ne faut pas se leurrer, il faut aussi aller chercher l'intérêt particulier des gens chez qui on est invité, parce qu'on est vraiment des invités des territoires. Alors, on va échanger sur cette question de la défiance avec le président des chambres d'agriculture, Sébastien Windsor. Vous êtes avec nous? Bonjour, bonjour. Alors, est-ce que Sébastien Windsor est là ou alors on a un petit... Oui, vous êtes là, mais on ne vous entend pas. Oui. Bonjour. Ah, super. Eh bien, c'est parfait. Merci d'être avec nous. Cette défiance dont on parle depuis le début de notre échange, je ne sais pas si vous avez suivi les premiers propos, est-ce que cette défiance, vous la constatez aussi Alors, le petit problème que j'ai eu, c'est qu'en fait, je ne vous entendais pas parler, donc je n'ai pas bien compris les questions qui étaient posées aux interlocuteurs. Moi, côté monde agricole, on a deux sujets. Enfin, si je ferai une différence assez forte entre le photovoltaïque au sol et l'agrivoltaïsme. Sur le sujet du photovoltaïque au sol, ce qui est demandé aujourd'hui à l'agriculture, c'est de produire plus avec une population mondiale qui augmente pour augmenter la production alimentaire. Et c'est en plus de participer à la décarbonation en produisant de l'énergie, en produisant des matériaux renouvelables, etc. Et tout ça fait qu'on a un besoin de biomasse estimé dans les 15 ans à venir qui est 20 à 30% supérieur à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc la position du monde agricole sur le PV au sol, c'est pas de PV au sol là où il y a possibilité de faire des productions de biomasse. Et donc là, on est effectivement sur une position assez raide et assez radicale, qui n'est pas de la défiance, qui est juste, on ne peut pas nous demander d'un côté, en plus quand on est touché par le changement climatique, voilà, d'enlever les productions agricoles
et de mettre du photovoltaïque au sol en lieu et place. Et donc là, je pense qu'à peu près partout sur le territoire, on travaille à identifier les terres non productives et que sur ces terres non productives, oui, on acceptera de mettre du photovoltaïque au sol, mais à partir du moment où on est bien sur des terres, on va dire incultes. Après, sur l'agrivoltaïsme, je pense que la question, il y a deux questions qui se posent pour le monde agricole. C'est un, le recul et comment on fait pour mettre en place ces projets d'agrivoltaïsme sans trop baisser, puisqu'on est prêt, enfin ce qui était prévu c'est d'aller jusqu'à des baisses possibles de 10%, mais sans trop baisser les volumes de production agricole. Là on a besoin d'avoir un peu de recul sur les projets et on a besoin de faire le tri, et on a vu des projets super intéressants qui amènent de l'ombre sur de l'arboriculture et qui permettent même parfois d'augmenter le revenu. Puis on a vu aussi des projets un peu alibi, où on avait de la production de maïs, etc. Et on dit on va enlever le maïs, on va être 3 moutons tondeuses, et on va considérer que c'est de la production agricole. Et donc le sujet du monde agricole, c'est de dire, ok pour aller faire du photovoltaïque, mais faisons le tri un peu conjointement entre les vrais projets qui ont un bénéfice pour l'agriculture et les projets qui sont à l'inverse des projets alibi. Et là, on a besoin de se parler un peu ensemble avec les énergéticiens pour qu'on fasse ce tri, sinon on aura un refus et un blocage global. Le deuxième sujet qui là est peut-être plus compliqué à gérer, c'est un sujet de partage de la valeur. Comment on fait pour que ces projets irriguent et permettent de développer la production agricole et permettent de bénéficier un nombre important d'agriculteurs et pas de venir en concurrence en termes de revenus avec de la production agricole. Hein, parce que quand on a parfois des capacités de verser des revenus de plusieurs milliers d'euros à des agriculteurs pour louer des terres, pour mettre de l'agrivoltaïsme, la tentation est très forte pour l'agriculteur quand on est sur des revenus qui peuvent être parfois 10 fois supérieurs à ce qu'il a de la culture. Et donc tout l'enjeu, c'est de travailler ensemble comment on fait, un, pour que ça bénéficie à un maximum de gens, et deux, pour rester raisonnable et que ça se fasse en complément de la culture et non pas en lieu et place de la culture. Voilà, vous avez commencé à me répondre un peu à la question comment on renforce le lien. On va continuer à aborder ce sujet parce que l'important, c'est quand même les solutions et en dessiner quelques-unes. Donc, on va s'intéresser à la réalisation des projets. Peut-être avec vous d'abord, Dominique Ramard, maire de Saint-Juvin. Vous travaillez avec votre syndicat à développer les ENR. Vous avez l'ambition, vous m'avez dit en préparant ce rendez-vous, de maximiser la production d'ENR en Bretagne. Alors, comment vous allez y parvenir ? En matière d'énergie, on part d'un peu loin en Bretagne, mais petit à petit, les choses s'améliorent. On aura le parc éolien en mer jeudi qui sera inauguré. Donc sur le côté éolien terrestre, ça a bien avancé. Je crois que même sur toutes les énergies, aujourd'hui, on progresse bien. Mais c'est pas assez. Moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on se dise il faut produire beaucoup plus d'énergie renouvelable qu'on ne le fait aujourd'hui. Et je sais qu'en disant ça, alors que j'ai une opposition là qui peut en fait se formuler en face de moi, je n'ai pas aujourd'hui encore gain de cause sur cette trajectoire d'aller vers 100% d'énergie renouvelable en Bretagne. Et pourtant, il va nous falloir produire et de l'électricité verte et des gaz verts et plus de bois énergie. Donc sur toutes les énergies renouvelables, il faut absolument qu'on ait un mix énergétique qui soit beaucoup plus ambitieux qu'il ne l'est aujourd'hui. Souvent, moi, je suis étonné, on parle de souveraineté alimentaire comme étant là quelque chose qui est incontournable. Je pense qu'on ne se pose pas la question suffisamment de la souveraineté énergétique et sur l'ensemble des territoires. Il faut en fait qu'on soit moins vulnérable vis-à-vis des approvisionnements extérieurs. Et donc, quand je me rends compte aussi qu'au niveau de nos populations, même si tout à l'heure Gilles Finkelstein a dit qu'il ne fallait pas faire de pédagogie. En tout cas, je pense que là, il y a un sujet d'acculturation. C'est que la situation énergétique est encore très mal connue de nos concitoyens. Et il faut qu'on arrive en fait à partager l'idée d'une trajectoire ambitieuse en termes de production d'énergie renouvelable. Et donc, je pense qu'il faut qu'on le dise donc, sur chacun de nos territoires. Si j'insiste sur le mot territoire, c'est que je pense que les plans climat et énergie territoriaux sont théoriquement la bonne échelle en fait pour aller donc vers plus de production de façon à ce que cette stratégie soit bien définie donc de la base vers le haut. La question qui se pose souvent aussi, c'est que désormais il faudra sans doute qu'on travaille plus sur l'interterritorialité. Quand on parle de territoires ruraux, aujourd'hui, c'est compliqué de se dire que, par exemple, moi, j'habite au sud de Dinan, on est à côté de l'usine marémotrice de la Rance, qui est sur le territoire de Saint-Malo, il y a le parc éolien en mer à Saint-Brieuc, et puis on a la Rennes, la métropole, qui a le territoire fortement consommateur. On voit très bien qu'il va falloir que les territoires travaillent plus ensemble, aller vers des formes de contrats de réciprocité entre les territoires productifs et ceux qui vont être plus consommateurs.
Tout ça, c'est une nouvelle façon aussi de voir le développement des énergies. On a eu trop l'habitude de voir des énergies produites de manière centralisée, loin des territoires, et qui étaient acheminées ensuite vers, donc pour ce qui nous concerne, donc, la Bretagne très dépendante. Aujourd'hui, on a la capacité à produire sur nos territoires et à assurer une forme de solidarité interterritoriale. Vous parlez de contrats de réciprocité. Que pourraient contenir ces contrats de réciprocité entre zones rurales et zones urbaines ? Alors, il y a déjà des exemples dans d'autres domaines. Aujourd'hui, sur la question agricole, souvent, en fait, on a des enjeux comme ça qui sont partagés entre territoires urbains et territoires ruraux. Il y a notamment l'initiative Terre de Source sur la métropole rennaise et qui vient en fait soutenir le développement de territoires qui vont être plutôt engagés sur la protection de la ressource en eau. On a aussi des territoires qui ont été engagés sur de la réciprocité autour de la thématique de la santé. On voit que en fait, sur d'autres thématiques, on a réussi à travailler assez fortement entre territoires urbains et ruraux. Sur la question énergétique, pour moi, on n'a pas encore en fait passé le cap. Je vous parlais tout à l'heure d'un territoire au sud des Côtes d'Armor qui en fait aujourd'hui dit c'est bon, on a fait notre part, on sature. Dans les arguments qui sont souvent sortis, c'est les gens des villes, ils sont quand même sympas, mais ils ont qu'à se débrouiller tout seuls. On n'est pas là pour accueillir toutes les éoliennes à leur place, quoi. En fait, il y a vraiment cette défiance entre les ruraux et les urbains, alors que je pense qu'on ne se pose pas cette question pour les biens alimentaires. Pourquoi est-ce qu'on se les pose encore sur la question énergétique ? Il faut juste qu'on se dise qu'on a un projet commun. Là, on parle beaucoup d'intérêts presque individuels depuis ce matin. Moi, je pense qu'il faut qu'on écrive en fait une forme de projet collectif. Et en fait, ce à quoi il faut travailler, c'est une communauté d'intérêts, peut-être individuelle, et encore mieux, peut-être un projet d'intérêt général. David Portales, cette logique de communauté d'intérêts, c'est ce sur quoi vous travaillez quand vous développez des projets avec des agriculteurs, puisque vous travaillez avec des collectifs d'agriculteurs pour développer des projets en agrivoltaïsme. Oui, alors je ne voudrais pas laisser un mauvais message. Quand j'ai parlé d'égoïsme tout à l'heure, c'est parce que les ressorts de la décision en local, ils sont rarement collectifs. À chaque fois qu'on demande une autorisation, qu'on lève la main pour être sûr qu'on est au bon endroit pour faire les choses. Par contre, la condition d'acceptabilité, de faisabilité et de succès de nos projets, elle repose quasiment tout le temps sur des collectifs. Et idéalement sur des collectifs qui se sont formés sans nous. Et comme on est sur l'agrivoltaïsme, ce sont des collectifs d'agriculteurs qui sont venus nous chercher. Pour ceux qui lisent un peu la presse, on vient d'obtenir quelques permis avec un très joli collectif de 35 agriculteurs dans les Landes. La force du projet, on a été accompagnateur, mais la force du projet, elle vient d'un groupe d'agriculteurs qui sont en difficulté, qui cherchent une solution et qui la trouvent avec nous. Donc, fédérer, on parle beaucoup de concertation. L'idée, c'est de trouver l'intérêt individuel pour aller vers le collectif. Moi, j'aimerais bien aller tout le temps du collectif vers l'individuel, ou voire rester au niveau du collectif. Mais si on reste là, on fait des projets qui mettent 10 ou 15 ans à se développer et à finir par sortir au TA. Ça ne nous empêche pas le TA, le collectif, mais malgré tout, on a beaucoup plus de succès, de reconnaissance et d'acceptabilité quand tout le monde y trouve sa part. Ce matin, on parlait de pas mal de valeurs. L'implication, c'est par rapport aux sondages qui disent que tout le monde comprend notre problématique, c'est certain qu'au niveau global, ça fait très longtemps que sur l'éolien et les énergies renouvelables, le taux d'acceptabilité dans les questionnaires publics, c'est supérieur à 90%. Mais ça ne traduit pas l'impression qu'on a dans les campagnes quand on développe les projets. Et il faut, alors c'est pas de la pédagogie, mais il faut vraiment amener chacun à trouver l'intérêt qu'il peut trouver dans ses projets. Alors il y a des gens qui ont du recul, de la hauteur, qui ont la conscience environnementale. Enfin, il y a aussi des gens qui vivent proches de nos installations. Et là où peut-être il y a une différence entre les projets de culture et les projets d'énergie, c'est qu'en termes d'aménagement du territoire et d'insertion paysagère, on a quand même un petit peu plus d'impact. Et ça nécessite probablement un petit peu plus d'huile de coude. Sébastien Windsor, on voit que la loi qui encadre désormais l'agrivoltaïsme ne suffit pas à faire accepter les projets. Quel levier, pour vous, il faut activer pour rendre les projets acceptables dans les territoires ? D'abord, par rapport à ce qui était dit avant, on a besoin de retrouver des équilibres entre alimentaire et non alimentaire, et pas opposer les deux.
L'agriculture, il y a 150 ans, 35% de la production agricole était destinée à l'énergie de la locomotion nourrissant les chevaux et les bœufs et aux matériaux de construction. Donc, en fait, on a vécu une période pétrole et on a consacré toute l'agriculture à l'alimentaire. Le sujet, c'est comment, petit à petit, on rebâtit des équilibres de partage entre alimentaire et agriculture. Et sans opposer les deux, mais en arrivant, par l'innovation, à trouver des systèmes qui permettent de produire de l'énergie en produisant en même temps de l'alimentation. Et je vais prendre l'exemple de la méthanisation sur ce qui s'est fait chez nous, ce qui s'est fait en Allemagne. En Allemagne, on a ouvert la méta en autorisant à mettre des cultures et à mettre du blé et du maïs exclusivement dans des méthaniseurs. En France, on a cherché à pousser des modèles de méthanisation où on a dit on va limiter à 10% de cultures dédiées et on va utiliser plus des effluents d'élevage. Et je pense que du coup, on a réussi à éviter un certain nombre d'écueils, mais la loi permet de le faire, mais la loi ne suffit pas à communiquer. Et je pense que sur l'agrivoltaïsme, on va avoir le même sujet. Il faut qu'on arrive à trouver des projets, et y compris à embarquer nos concitoyens. Il faudra qu'on ait de la pédagogie avec les communes, avec les utilisateurs, pour expliquer que si on met des panneaux photovoltaïques, si on fait de la méthanisation, ça sert aussi aux voisins. Ce qui serait intéressant d'ailleurs, c'est que sur les territoires, on arrive à faire des projets où quand on fait le projet, il y a des tarifs préférentiels où les voisins ont un accès privilégié à cette énergie décarbonée, ce qui permettra de les embarquer, ce qui nous permettra, nous aussi, Monde Agricole, de refaire un peu le lien avec nos voisins, même dans le monde rural, ce qui n'est pas toujours évident. Et là, pour le coup, il y a des petits éléments qui ont pu être dératés dans la loi, parce que on a fait travailler les communes sur leur zone d'accélération et on a fait travailler le monde agricole pour identifier les zones potentielles au développement de photovoltaïque au sol. Je pense qu'on aurait eu intérêt à le faire un peu ensemble. Et en tout cas, il faut qu'on renouvelle ce dialogue et qu'on porte ensemble des projets de territoire. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a dit, j'ai perdu le nom du premier intervenant, mais il faut qu'on ait des projets de territoire et il faut sur les territoires qu'on embarque les agriculteurs et qu'on embarque les citoyens, qu'on embarque le maire, qu'on embarque quelques-uns de nos concitoyens en revendant de l'énergie, en faisant des choses où ils voient eux-mêmes l'intérêt de ce qui se passe. Sébastien, et ça permettra du dialogue. Et il faudra embarquer d'autres sujets. Vous avez cité l'eau tout à l'heure, sur la protection des captages, mais il y a encore aussi un paquet de territoires, même si moi je suis normand ou en Bretagne, on a encore la chance d'avoir pas mal d'eau qui tombe du ciel. Les territoires où on est en manque d'eau, il faudra développer des projets aussi et du partage de l'usage de l'eau. Et il faut arriver à redévelopper ces projets de territoire. C'est par l'approche territoriale et pas une approche trop nationale qu'on arrivera, je pense, à craquer, à redonner du sens à ça. Sébastien Windsor, une question courte pour une réponse courte. On a entendu en introduction, mais vous n'avez peut-être pas entendu, donc je vais vous le redire parce que c'est intéressant, qu'en Bretagne, le président du syndicat d'énergie qui est avec nous disait que sur l'agrivoltaïsme, la chambre d'agriculture, elle n'était pas porteuse. Donc vous parliez de dialogue dans les territoires, il y a aussi du dialogue entre chambres d'agriculture. La Chambre nationale d'agriculture porte une doctrine nationale. Cette doctrine, après, qu'est-ce qui se passe au niveau local ? Alors, on a donné un cadre à la doctrine nationale en essayant de dire quel type de projet, quelle taille de projet on était prêt à accepter. On a essayé de pousser les chambres à ce que la taille des projets qu'ils acceptent soit à la fois pas trop petite, parce qu'à un moment, ça n'intéressera plus aucun développeur si on dit c'est que des projets de 15 arts et ça n'intéressera plus personne. On a essayé aussi de pousser en donnant une taille maximum pour essayer d'avoir un peu de partage de la valeur. Et maintenant, chaque chambre est en train d'écrire sa propre doctrine. Et on avance. Alors, le problème, c'est qu'on attendait aussi un certain nombre de décrets. Et ces décrets, ils ont été un peu suspendus avec la dissolution, ce qui ne nous a pas forcément aidé, avec le remaniement ministériel avant aussi. En tout cas, nous, on avance sur la déclinaison de ces chartes, à la fois pour identifier les espaces disponibles pour faire du PV au sol, mais aussi sur l'agrivoltaïsme. Et allez, l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'avoir une charte dans tous les départements pour la fin de l'année. L'étape d'après, et là, on a besoin de discuter au niveau national avec le syndicat des énergies renouvelables pour, une fois qu'on a écrit les chartes, se dire sur quel territoire vous estimez que les chartes, elles sont trop jusqu'au boutiste et qu'elles ne permettent pas de développer des projets. Et nous, on jouera notre rôle de tête de réseau, de discuter avec ces territoires-là pour essayer de faire bouger les choses. Et ça, je l'entends, mais le point, c'était déjà qu'on ait les chartes. Parce qu'en fait, on avait des gens qui étaient bloqués sur des positions sans donner de chiffres et qui étaient hostiles à tout. La charte, elle permet de se dire qu'est-ce qu'on veut pas. Et après, si dans nos chartes, là où on dit ce qu'on veut, on n'arrive pas à être d'accord avec les énergéticiens, il faudra qu'on ouvre une instance de dialogue pour bouger les lignes. Mais je pense que d'avoir les chartes, c'est un préalable pour pouvoir discuter sur des bases. Voilà, donc on entend bien dialogue. Et pas sur des oppositions stériles de concept.
Voilà, on entend bien dialogue partout dans les territoires, intra-territoire et extra-territoire. Je vais prendre quelques questions qui sont particulièrement intéressantes et je vais les poser à nos intervenants. Alors celle-ci, un bon moyen d'éviter les nombreux recours qui retardent la transition est d'associer le plus tôt possible les locaux, de faire en sorte qu'ils ne ressentent pas une situation d'invasion ou même de prédation. Comment privilégier les initiatives locales comme le fait parmi d'autres le mouvement Énergie Partagée, faire en sorte que des résidents soient aussi actionnaires, n'est-il pas de nature à favoriser l'acceptabilité sociale de la transition? David Portales, ça rejoint un peu ce que disait en introduction Sébastien Windsor, qui parlait d'associer les agriculteurs non pas comme simples loueurs de terrain, mais comme actionnaires de projets. Le modèle économique, c'est la clé, le partage des valeurs encore plus? Alors le partage de la valeur, ça fait longtemps que la profession s'en est saisie. L'ouverture du capital aux habitants, ça a un peu plus d'une vingtaine d'années. Ça a plusieurs mérites. Ça montre qu'effectivement, en termes d'acceptabilité, c'est un véritable accélérateur. Mais des fois, c'est juste la possibilité de laisser le capital ouvert qui est en ce sens intéressant. Finalement, les riverains ne sont pas toujours intéressés à bloquer de l'argent 5 ou 10 ans. Et ce n'est pas forcément l'intérêt financier, mais c'est le fait qu'il y ait une forme de transparence et de partage de l'information. Sur le partage de la valeur, et pour rebondir aussi sur ce qui a été dit sur l'idée que les campagnes œuvrent pour les villes, nous on a une approche de grands projets, et c'était pour une raison assez simple au départ. Elle a beaucoup évolué depuis, mais c'est que le réseau électrique en France, il n'est pas défavorable à l'injection de grande puissance. C'est sur le réseau de tension qu'on va connecter la plupart de nos projets. Et il donne cette notion de gisement. Et pour partager de la valeur, il faut qu'il y en ait, puis il faut qu'on ait l'impression que ce soit de la valeur qui est à partager, et pas des inconvénients. Et il n'y a pas non plus de raison pour les campagnes et les milieux ruraux de ne pas considérer que c'est plutôt une opportunité d'avoir la possibilité d'installer des centrales sur les territoires, plutôt que de toujours les repousser à l'extérieur. Alors évidemment, il faut qu'on travaille la fiscalité, les retombées, la transparence. Il faut qu'on fasse notre boulot, il faut que tout le monde le fasse. Et il faut qu'on arrive à se parler. Je suis ravi d'entendre M. Windsor dire qu'il est ouvert au dialogue. Ça tombe bien, je pense que demain, on est au même endroit, si vous êtes toujours à Rennes. Donc je rebondirai sur... Ah, vous serez parti. On n'a pas de chance. Et on se retrouvera. Mais voilà, le partage de la valeur, c'est quelle valeur à partager, avoir tous l'idée que c'est une valeur à partager, et puis après, de toute façon, il y a des chartes, il y a des normes, il y a des us et des coutumes qui font que quand on arrive sur un territoire, on les voit, les règles, très vite. Et du coup, on sait aussi avec qui il faut partager la valeur, tous ceux qui lèvent la main. Et c'est notre boulot de faire cette concertation, d'aller les voir, de comprendre ce qu'ils veulent et de faire sortir des beaux projets. On vient de parler, Dominique Ramard, de partage de valeur pour les agriculteurs. Ce partage de la valeur, j'imagine, pour l'élu local que vous êtes, il s'entend sur le territoire dans son ensemble ? Oui, parce que, en fait, je pense qu'il y a un besoin aussi de justice. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'habitants qui n'ont pas envie que ça ne serve aux intérêts que de quelques-uns. Donc, il y a vraiment ce besoin de partage le plus large possible. Alors effectivement, il y a l'investissement participatif pour ceux qui peuvent investir, mais on s'est rendu compte avec les sociétés d'économie mixte qu'on a mis en place dans nos différents syndicats, il y en a une 50aine en France, que quand la collectivité peut elle aussi investir, même dès les phases de développement de projet, et puis après dans les phases d'exploitation, ça rassure déjà le territoire de voir que la collectivité s'implique. D'une certaine manière, la collectivité en tant que représentante du territoire, si elle s'ancre en fait dans le projet lui-même s'ancre sur le territoire. Et donc ça a servi dans bon nombre de projets à une meilleure acceptation locale. Mais c'est pas toujours suffisant, hein. Je vois par exemple sur des projets de méthanisation, quand on a un méthaniseur sur une commune, que la canalisation va traverser le bourg, qui vient juste d'être aménagée, et que c'est une commune qui n'a pas le gaz, là l'acceptation elle est pas là, hein. C'est en gros tout de suite moi les collègues maires ils me disent c'est bon, on va laisser passer la canalisation juste pour desservir la commune d'à côté et les consommateurs de la commune d'à côté, donc c'est pas suffisant. Il y a vraiment besoin de se sentir concerné et donc de pouvoir bénéficier en fait de la production d'énergie ou des retombées donc en termes économiques. Et donc ça, c'est une demande forte. Et en termes d'acceptation, si je reste sur la méthanisation,
On a vu par exemple aussi sur les questions de dégradation de chemin, c'est un argument qui revient souvent de la part de collègues maires en disant mais moi je ne demande pas forcément à avoir un retour, mais je vais avoir des charges supplémentaires pour entretenir le chemin. Comment est-ce que ça va être compensé? Des fois c'est rien que ça. Et donc on a parlé donc d'intérêt des uns et des autres en termes d'acceptation, voire à s'impliquer dans le développement des énergies renouvelables. Moi, je pense que la question qui se joue, en fait, là, on a parlé partage de la valeur, mais souvent, tout simplement, c'est le partage du projet, en fait, de sentir qu'on peut, en fait, être concerné, pas forcément avec une retombée économique, mais de se dire qu'on n'a pas été oublié, en fait, dans les tenants et aboutissants qui ont fait émerger le projet. Et donc, c'est là aussi qu'il faut être prudent. J'ai un autre cas dans mon département où tout de suite, le porteur de projet a voulu se faire connaître de la population. Il a dit le méthaniseur, vu qu'on est 11, il sera peut-être là. Il y a eu 11 foyers d'opposition à se mettre en place, comme quoi il y a des limites à la concertation. Mais en fait, je pense qu'il faut plutôt en fait, repartir à la base en disant le projet c'est ça, je peux l'adapter, l'améliorer, mais ça reste le porteur de projet qui donc en est le garant et qui ouvre après la discussion avec tous ceux qui sont concernés de façon à ce qu'il n'y ait pas d'opposition trop franche qui puisse se formuler. Une question qui nous parvient, question courte, réponse courte pour vous Dominique Ramard. Est-ce que les SEM des syndicats d'énergie ne seraient pas les bons outils pour lever les freins et réussir à développer des projets en zone rurale? Je ne vais pas vous dire le contraire. C'est vous qui avez envoyé la question en fait. Non, mais je vous dis, il n'y a personne en plus du syndicat des Côtes d'Armor dans la salle, ni de la FNCCR. Mais en fait, moi, quand j'ai été élu président du syndicat, la SEM, en fait, elle avait été créée juste l'année d'avant. On s'est rendu compte que, en fait, dans les retours du terrain, c'était quand il y avait un investissement local qui n'était pas en fait, lié au terrain. Beaucoup disaient, ils viennent faire de l'argent sur notre dos. En fait, ils vont dégager un revenu avec ce projet, et en fait, il va être réinvesti ailleurs. Le fait qu'en fait, il y a un acteur local bien identifié, donc via les syndicats et leur SEM, tout de suite, ça a permis de rassurer des gens en disant l'argent, enfin une partie, parce qu'en général, on prend 10-20% des fonds propres du projet. En fait, c'est une garantie qu'il y aura bien un retour à ce niveau-là sur le territoire et que l'argent de la SEM, celui qui va être donc généré par ce projet, sera bien en fait réinvesti sur le territoire costarmoricain. Merci beaucoup Sébastien Windsor. On arrive au terme de notre échange, il nous reste 20 secondes. Néanmoins, j'aimerais bien que vous nous concluiez ces échanges, si vous le souhaitez, brièvement. Non, moi j'allais dire, et en réponse à ce qui a pu être dit, on a fait des chartes. Le but de ces chartes, c'est de partager et de plus être dans le « je veux pas », mais d'avancer un peu plus en disant ce qu'on est prêt à accepter et d'ouvrir un débat et un dialogue pour qu'on arrive à retrouver ensemble, non plus une opposition, mais à se dire ce qu'on est prêt à porter un peu ensemble et conjointement sur les territoires. Donc vraiment, ce que j'appelle de mes voeux, c'est qu'on arrive à avancer sur des projets acceptables pour le monde agricole, acceptables pour les collectivités et qui permettent peut-être au monde agricole qui a un peu souffert de temps en temps d'une opposition ou d'un sujet d'acceptabilité, de retrouver de l'acceptabilité et de montrer que l'agriculture, elle a du sens pour donner de l'alimentation, mais elle a aussi du sens pour produire de l'énergie décarbonée, et que cette énergie décarbonée nous aidera à régler un problème de revenus un peu récurrent maintenant dans le monde agricole. Merci beaucoup Sébastien Windsor, merci David Portales, merci beaucoup à notre président du syndicat d'énergie de Côtes d'Armor, Dominique Ramard, merci à tous.